Mesdames et messieurs, merci de regarder Africa à toutes les télévisions. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information qui commence par le volet éducation. Les élèves de la 6e année ont débuté ce lundi les épreuves de l'examen d'entrée en 7e année sur toute l'étendue du territoire national avec toujours le même slogan « Tolérance zéro vers l'excellence à Kaloum ». C'est madame la chef de cabinet du ministère du Budget qui a lancé officiellement cette évaluation. Madame Nanyuma Faro a appelé les candidats de cette commune à observer le calme et la sérénité durant tout le processus. Alcine Diallo. Très tôt ce lundi matin, les candidats de l'examen d'entrée en 7e année prenaient d'assaut leurs centres respectifs. Pour cette session 2016, la commune de Kaloum a enregistré 1743 candidats, dont 874 filles. Ces élèves sont répartis dans 6 centres, dont l'île de Kassa. Au total, 118 enseignants ont été retenus pour la surveillance et le ratio est de 30 candidats par salle. Comme vous constatez quand même, chaque année, on organise et on réussit. Comme vous l'avez constaté, les centres sont calmes. L'innovation, bon, ça c'est par rapport à la sécurité, hein, la sécurisation même des notes, tout est pris en compte, tout est organisé. Avec 2 surveillants par salle, les candidats sont passés aux fouilles avant d'accéder à la salle. Pour cette première journée, ce sont les épreuves de rédaction et de géographie que les prétendants pour la 7e année ont affrontées. Pour ces élèves, toutes les conditions sont réunies pour décrocher l'examen. Je l'admets que je suis prête pour affronter l'examen, pour passer en 7e année, être comme mes amis qui sont en 7e année, qui portaient la tenue Kati et enlever la tenue Caroline maintenant. J'ai venu pour admis. Je n'ai pas venu pour redoubler à 6e année. J'aimerais dire à toutes mes amies qu'on n'a qu'à prendre du courage, travailler, soigner et avoir du courage. En lançant cette première épreuve de rédaction, la chef de cabinet du ministère du Budget représentant son ministre a invité les candidats à plus de sérénité tout au long de cet examen. Il m'a chargé de vous dire d'être très serein, que c'est une évaluation. Il ne suffit rien d'étudier pendant 6 ans, laborieusement, et de passer des nuits blanches pour préparer ce jour J et franchement, pour un petit truc, de ne pas aller de l'avant. Lancée ce lundi, cette session pour la rentrée en 7e année prendra fin mercredi en laissant place aux candidats du BEPC. Aratoma aussi, l'une des plus grandes communes de la capitale. Les épreuves ont été lancées dans le calme et la sérénité. Surveillants et élèves étaient tous présents à l'heure. Soirée Boubacar. Comme indiqué dans la déclaration du ministre de l'enseignement préuniversitaire annonçant le début des examens nationaux 2016, à 9h temps universel, à l'heure pile, la première épreuve était collée au tableau. Candidats et candidates s'attellent à faire leur mieux pour le sujet de rédaction. Dans les différents centres d'examen visités, tout semble se dérouler bien, comme le confirme ici Tenenke Kamara, chef de la cellule examen de Ratoma. Dans la commune de Ratoma, nous n'avons pas de problème pour le moment. Les épreuves sont lancées, il n'y a pas de problème dans le centre pour le moment. Dans les couloirs et autour des centres, le calme règne et l'on constate peu de va-et-vient. Il semble même que les permissions sont réduites et surtout strictement surveillées. Les responsables communaux de l'éducation font la rotation dans les différents centres pour se rassurer que tout va bien. Le slogan du ministère, tolérance zéro, est respecté. Vous m'avez même trouvé sur le point de départ pour aller dans les centres. Maintenant là, donc pour encore revérifier si c'est respecté, mais je suis sûr qu'il n'y a pas de problème, parce que dès qu'il y a problème, on nous informe, et pour le moment, il n'y a pas de problème. Cette année, la commune de Ratoma compte 17 729 candidats, dont 8 310 filles à l'enseignement général. Au franco-arabe, ils sont au total 1217, dont 525 filles. Adixina, c'est la directrice communale de l'éducation de cette zone qui a procédé au coup d'envoi des épreuves. Pour cette année 2016, 3444 candidats affrontent l'examen d'entrée en 7e année. Dans cette commune, notre reporter Aïssata Fofana était sur les pas de Léontine Sissoko. Suivez son compte rendu.
Il est 9h00. L'ouverture, le lancement. Monsieur le maire, c'est ça le sujet. Oui. Et nous allons procéder à la lecture. C'est dans cette école primaire appelée les Dabadins que la directrice communale de l'éducation de Dixine a procédé au lancement officiel des épreuves. Dans une ambiance calme et sereine, la délégation essaie de rassurer les candidats. Puisque vous constituez l'avenir de la Guinée, on est dans un monde de mondialisation, un monde où la compétitivité est très rude. C'est pourquoi nous devenons de plus en plus rigoureux avec vous, pour que vous soyez vraiment l'avenir de ce pays. Je vous souhaite bonne chance et surtout ne vous paniquez pas, et c'est quelque chose de normal, l'évaluation. Après ce coup d'envoi, la DCE et sa suite se sont rendus à l'école Dixine Centre 1, un autre centre d'examen où les épreuves semblent abordables pour les candidats. Myriam, comment se passe l'examen? Il est trop facile. Et le sujet? Il est facile. Quand le sujet a été recopié par mon second, tous, je les ai vus avec le visage qui n'est pas du tout frustré, ils se sont satisfaits parce que le sujet a leur portée. Dans cette commune, ils sont au total 3444 candidats cette année à braver les épreuves pour être admis en 7e année. Un examen placé sous haute surveillance, comme l'indique la DCE, Léontine Sissoko. C'est tolérance zéro. Bon, voilà, on ne veut pas entendre de fraude, voire de fraude, de substitution surtout, et pas de tricherie. Que les enfants, ils savent que chacun doit compter sur ses propres efforts. Ce lundi donc, les épreuves ont débuté par la rédaction, puis s'en suivra celle de la géographie. Restons dans le volet éducation pour parler de la jeune association guinéenne pour des professeurs de français. AGPF en abrégé l'ambition de ses membres accompagner les autorités guinéennes dans la qualification de l'enseignement à travers la valorisation de la langue française en tant qu'outil de communication. C'est dans cette optique que la structure a organisé une conférence de presse à l'ISEG de Lambagny. Le compte rendu est signé Diao Bachir. Créée le 5 avril 2016 par des enseignants, la jeune association est donc une plateforme de réflexion sur la question de l'enseignement de la langue française en Guinée. Selon les membres du bureau exécutif, l'idée de création de l'AGPF est née d'un constat peu reluisant du niveau des enseignants et les apprenants en français. Pour Mohamed Lamine Bayo, directeur général de l'ISEG, la maîtrise de la langue française est fondamentale pour l'assimilation de toutes les autres disciplines. Comme langue d'enseignement, il y a un impact sur toutes les disciplines enseignées dans nos écoles. Parce que quelle que soit la matière, elle est enseignée en langue française. Le professeur de géographie enseigne en français. Le professeur de mathématiques enseigne en français. Le professeur de physique enseigne en français. Ainsi de suite. Quand cette langue n'est pas maîtrisée, imaginez quel sera le taux d'assimilation de ces sciences au niveau de la langue. Pour donc atteindre son objectif, l'association compte sur l'implication effective de l'État à travers l'organisation des États généraux des cours de français. Selon son président Ahmed Tidjane Traoré, la structure est disposée à être un organe consultatif auprès du gouvernement et des institutions spécialisées. L'association pourrait proposer à l'État des États généraux du français et l'accompagner également, surtout dans ses efforts. Car le but de notre association, c'est de créer une unité et des échanges entre les membres de l'association, donc les professeurs, mais c'est également d'être un organe consultatif auprès et du ministère et auprès d'institutions spécialisées comme l'ISEC. Et ensuite de contribuer efficacement à l'enseignement du français. Une assimilation qui ne peut donc se construire sans maîtrise de la langue française. Or, en Guinée, des constats montrent que le niveau des apprenants ne fait que baisser d'année en année. Une situation qui pousse Mohamed Lamine Bayo à jeter un regard rétrospectif sur les promotions passées. On recrutait sur le concours à l'époque, et les 15 premiers de la République. Parce que l'enseignement supérieur, en ce moment, c'était 5 ans. 2 ans, faculté premier degré. 3 ans, faculté second degré.
c'est le concours national à la fin de la deuxième année du premier degré. Les 15 premiers venaient à Manel, à l'école supérieure. Donc c'était vraiment des gens dits de son nom. Ils avaient le niveau qu'il fallait. C'était en quelque sorte une formation sur numerus clausus. L'association bientôt à Liège en Belgique pour une éventuelle affiliation à la Fédération internationale des professeurs de français. Clôture cette semaine d'une session de formation sur le renforcement des capacités des journalistes sur la couverture médiatique du processus électoral. Durant 5 jours, les 36 participants ont largement appris sur leur rôle et responsabilité dans le processus électoral, la relation entre l'organe de gestion des élections et ses parties prenantes ou encore le cadre juridique des élections. Au terme de cet atelier organisé par la CENI, Commission électorale nationale indépendante, les participants ont proposé un plan de réintégration. Saloum Kondé. La qualité de la circulation de l'information est un facteur extrêmement important dans la stabilisation et dans la construction d'une société. C'est là l'une des thématiques que les facilitateurs de la CENI ont développées durant ces 5 jours avec les hommes des médias. Pour les responsables de l'institution, cette formation est essentielle car elle a permis aux participants d'avoir une large connaissance sur le processus électoral et les résultats sont satisfaisants. Les résultats auxquels nous sommes parvenus sont à la dimension des attaques exprimées par les différentes structures fêtières et qui se sont exprimées au jour le jour tout au long de ces travaux. Le plan de réintégration élaboré par chacune des structures porte la marque de l'intérêt que les uns et les autres, individuellement et collectivement, ont porté à cette formation. Certes, les différentes étapes du processus électoral sont désormais comprises, mais les participants n'ont pas manqué de faire des recommandations. La démultiplication en premier de ce genre de formation, une collaboration plus franche entre la CENI et nous les médias, un accès plus démocratisé des médias aux informations officielles de la CENI, un appui technique et financier plus accru dans la mesure du possible aux médias, l'organisation très prochaine d'un atelier d'élaboration d'un code de conduite des médias en vue des élections locales prochaines. Face à toutes ces doléances, la CENI compte démultiplier ces genres de formations à l'intention des journalistes pour renforcer leur capacité dans le traitement de l'information électorale. La CENI s'engage dans une nouvelle dynamique d'échange et de partage sur les acquis du processus électoral, sur l'orientation opérationnelle et stratégique de ces actions et initiatives dans le cadre du déroulement du programme pour la tenue des élections locales. Avec l'ensemble des commissaires, nous agissons jour après jour pour le respect des échéances en vue d'organiser des élections libres et transparentes. D'ores et déjà, vous pouvez encore vous préparer parce que dès le mois prochain, nous allons encore franchir en votre compagnie une seconde étape. Avant la fin de la cérémonie, invite a été faite aux journalistes à se servir correctement de ces nouvelles connaissances pour mieux informer la population en période électorale. Au sortir de cette formation, les participants se sont engagés à taire toutes les rumeurs lors des prochaines échéances électorales en Guinée. Suivez quelques-uns au micro de Saloum Kondé. Et loin de fléchir devant ses obligations vis-à-vis de son public, celle d'informer avec professionnalisme, responsabilité et fidélité, les médias sauront mieux aborder au sortir de cette rencontre des questions aussi cruciales comme fichier électoral, distribution des cartes d'électeurs, pour ne citer que cela. Nous en sommes conscients, de taire toute rumeur, spéculation ou encore barrer le chemin à toute forme de discrimination quand il s'agit de l'organisation des élections dans notre pays. Faut-il une démocratie à l'africaine pour le continent? Le secrétaire général du ministère de la Culture et du Patrimoine historique pense qu'il faut accorder de l'importance aux pratiques ancestrales. Fodeba Istokera s'est prononcé sur la question lors d'une conférence de presse à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Sa Alou Yambuno. La promotion des valeurs démocratiques, un objectif que s'assignent toutes les composantes de la nation guinéenne. Cette lutte est menée depuis les années 90
Et jusqu'à nos jours, la mission est loin d'être accomplie. Les étudiants de la 7e promotion système LMD de la faculté des sciences sociales de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia pensent que la culture a aussi son rôle à jouer pour l'avancement de ce régime, devenu aujourd'hui un luxe pour de nombreux pays du monde. Vous savez, la culture a le pouvoir de changer tout un monde et il faudrait qu'on crée des conditions essentielles pour, n'est-ce pas, permettre à la culture de s'épanouir de plus en Guinée. Si on parle de culture, on parle, n'est-ce pas, des perspectives liées aux mœurs. Alors, c'est une façon de vous dire que nous ne pouvons pas évoluer dans la démocratie sans pour autant parler de culture. En Guinée, les autorités ont tendance à reléguer le secteur culturel au second plan. L'on se pose ainsi la question de savoir si cela ne constitue pas un obstacle au rayonnement de la démocratie dans le pays. Aujourd'hui, avec la mondialisation, avec l'évolution, on assiste à la dépravation des mœurs et des cultures. Donc cela ne se répercute pas seulement sur la société guinéenne, mais c'est dans tout le monde entier. Donc c'est pour vous dire que la culture est en train de disparaître peu à peu. Ça ne peut pas être un obstacle pour l'avancement de la culture et de la démocratie, mais plutôt ça va tuer la démocratie. Instaurer la démocratie, certes, mais cette forme de gouvernance doit aussi prendre en compte les coutumes et les mœurs du continent. C'est ce que pense le secrétaire général du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Fodeba Istokira prône ainsi pour une démocratie à l'africaine. Je crois qu'il faut faire une démocratie à l'africaine parce que les valeurs ancestrales doivent être de mise, doivent être considérées. Mais lorsque vous faites une démocratie calquée sur celle pratiquée en Occident, vous faussez les données. Cette conférence, qui a eu pour thème le rôle de la culture dans la consolidation de la démocratie en Guinée, a été initiée par les étudiants de la 7e promotion du système LMD de la faculté des sciences sociales de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Le revirement de veste des militants de formation politique se poursuit de plus belle en Guinée. L'Union des forces démocratiques de Guinée vient d'enregistrer l'adhésion de plusieurs militants et sympathisants qui se disent déçus des leaders de leur parti d'origine. Ces nouveaux alliés de l'UFDG proviendraient du RPG Arc-en-Ciel, du GPT et de l'UFD et d'autres partis alliés à la mouvance présidentielle. Le compte-rendu est signé Ba Mahmoud Alpha. La désintégration du paysage politique guinéen s'accélère de plus belle au sein des partis politiques. Des défections et adhésions sont enregistrées du côté de la mouvance et de l'opposition. C'est le cas d'ailleurs de l'Union des forces démocratiques de Guinée qui vient de bénéficier de l'adhésion d'un grand nombre de mouvements de soutien. Mouvement Tous Ensemble, Elas Selou 2020, nous adhérons à l'UFDG et nous nous engageons à nous soumettre à ces principes. Nous sommes venus dans ce grand parti du FDG parce qu'il constitue le premier et le véritable rempart face à toutes les dérives du régime actuel. À cela s'ajoutent des militants venus de la mouvance ou des partis proches de la majorité présidentielle. Ces nouveaux alliés de la principale formation de l'opposition fondent tous un espoir mérité à El Hadj Selou Dalein Diallo pour assurer, disent-ils, l'alternance en 2020. Syria nous a dit qu'il paie avec Dalein. Nous aussi on dit ok, alors après maintenant, Syria a dit qu'il ne paie pas, mais c'est Alpha qui paie. Nous, on dit que ils sont là, militants du FR, comme de Matoto, on dit que non, comme si les gens ne paient pas, c'est avec Dalein, nous, on va venir, c'est Dalein qui paie. J'étais le premier secrétaire chargé à l'organisation et à la mobilisation. On ne voulait pas l'année là. La Guinée maintenant doit oui, il y en a. Selon eux, le leader de l'UFDG rêve d'une Guinée rassemblée et unie autour des valeurs démocratiques. El Hadj Selou Dalein Diallo invite à ses citoyens qui viennent de grossir les rangs de son parti à s'impliquer pour la décrispation du climat politique guinéen. Je vous invite d'abord, vous qui venez d'arriver, de se joindre à nous et de nous engager résolument pour détribaliser le débat politique. Pour chasser la haine, la méfiance qu'on a artificiellement créée entre les composants ethniques.
Il faut chasser la haine même entre les partis politiques et surtout entre les partis politiques. Nous sommes tous des citoyens guinéens. Personne d'entre nous n'a choisi d'être guinéen. Acceptons ce fait de Dieu. Aimons-nous. Travaillons ensemble. Les élections locales prochaines seront un test pour l'Union des forces démocratiques de Guinée de s'assurer si ces nouvelles adhésions sont-elles franches. Un mot de sport pour refermer la page nation de cette édition. Le comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football a rencontré ce lundi des représentants des ligues régionales et celles professionnelles du pays. Il était question pour le comité de prendre langue avec les acteurs du football guinéen pour une collaboration réussie. Kadiat Korkadialo. Une rencontre de prise de contact, mais aussi de déclinaison de vision à la famille du football guinéen. Devant les représentants des ligues régionales et ceux de la Ligue guinéenne de football professionnel, le président du comité de normalisation décline mission et stratégie de son équipe. Mohamed Lamine Nabé tend ensuite la perche. Nous avons voulu d'abord vous remercier pour tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, pour tout ce que vous avez fait pour que nous-mêmes nous soyons ici. Ensuite, vous déballer ce que nous comptons faire, que la stratégie que nous voulons mettre en place en votre nom et avec vous. Puisque quelle que soit notre volonté, quelle que soit la stratégie que nous allons adopter, quelle que soit la politique que nous voulons projeter, si nous ne vous associons pas à sa mise en œuvre, elle est dorénavant vaine. Ça, on en est convaincu. Le comité de normalisation a pour mission l'organisation des compétitions nationales et internationales, l'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire élective, mais aussi et surtout le toilettage des textes de l'instance dirigeante du football. Le démarrage des travaux de toilettage est prévu au mois de juillet et le président du comité souhaite recevoir les propositions de toutes les ligues pour, dit-il, éviter des problèmes dans l'avenir. La rencontre est saluée par les participants qui ont promis d'accompagner ce comité tout en veillant à son bon fonctionnement. L'équipe qu'on a enlevée, il n'y avait pas de transparence. Donc maintenant, pour que notre football puisse aller en avant, il faut qu'il y ait la transparence. Comme l'a dit tout de suite dans son interview le président du comité de normalisation. Donc, si on se comprend, s'il y a la transparence, il y a la sincérité, nous sommes vraiment prêts à nous accompagner pour que la Guinée soit le dernier. Le comité de normalisation dit lui aussi vouloir de cette franche collaboration avec les différents acteurs du football guinéen pour aider à corriger les lacunes de cette discipline sportive en la dotant de textes forts. Ailleurs dans le monde, un nouveau et triste record dans le monde. En 2015, plus de 65 millions de personnes qui ont dû quitter leur foyer au pays en raison des guerres et des persécutions. Reportage. Le nombre de réfugiés et déplacés dans le monde ne cesse d'augmenter. C'est ce qu'indique un rapport du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés à l'occasion de la journée internationale dédiée à cette cause. Relativement stable entre 1996 et 2011, entre 2014 et 2015, la hausse frôle les 10%. En cause, le changement climatique, les nouveaux conflits et une répartition toujours très inégalitaire des richesses dans le monde. Nous avons atteint le chiffre de 65 millions de personnes. 2 tiers sont des personnes qui ont fui leur ville natale pour rester au sein du même pays. Ce sont les plus difficiles à atteindre. Et 1 tiers sont des réfugiés. 90% d'entre eux sont dans des pays à revenus moyens ou dans des pays pauvres. 50% sont des enfants. Chacune de ces informations est très inquiétante et nous devons faire face à ces problèmes. Et contrairement aux idées reçues, l'Europe n'accueille pas le plus grand nombre de réfugiés. Le conflit qui génère le plus de migrants est bien la guerre civile syrienne. En 2015, plus de la moitié d'entre eux proviennent de ce pays. Tout naturellement donc, ce sont les pays limitrophes de la Syrie qui arrivent en tête. La Turquie en première place avec 2,5 millions de personnes et 1,1 million pour le Liban, dans des conditions souvent insalubres. La situation est tragique, les salles de bain sont inondées, les égouts débordent, tous les enfants sont malades et leur système respiratoire est très faible. En plus de ça, nous n'avons pas d'argent pour payer le loyer de nos tentes. Nous avons réussi à repousser les paiements de 3 ou 4 mois.
Mais alors les sommes s'accumulent et nous finissons par avoir besoin de 200 à 300 $ pour payer toutes nos dettes. Et tout ça, en plus de l'eau que nous devons acheter, de l'eau polluée. Cette situation n'est pas juste difficile, nous vivons une réelle tragédie. Le camp de Zaatari est le plus grand du Proche-Orient. Il accueille plus de 100 000 réfugiés syriens, l'équivalent d'une ville française comme Nancy. Des camps et une détresse humaine qui représentent un défi urgent à relever pour le monde. Justement, à l'occasion de cette journée mondiale des réfugiés, focus sur la Syrie, autrefois pays d'accueil, elle est désormais fuie par sa population. Suivez. Érythréens, Soudanais et Syriens, ces réfugiés jouent ensemble au football avec des employés et bénévoles du Haut Commissariat pour les réfugiés. Ce match organisé par l'ONU à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés ne se déroule pas en Europe, mais à Damas, où malgré la guerre et les privations, tous essaient de préserver l'illusion d'un quotidien et d'une guerre qu'ils n'ont pas pu fuir. La Syrie a longtemps été une terre d'accueil pour des populations cherchant refuge. Comme en Israël, beaucoup sont originaires de la Corne de l'Afrique. Mais depuis la guerre civile, ce sont des millions de Syriens qui fuient leur pays. Ma famille est arrivée en Syrie quand j'avais 5 ans. Ils ont choisi la Syrie parce qu'il y avait de très bonnes conditions pour les demandeurs d'asile à l'époque. Mais la situation a changé depuis le début de la guerre. J'espère avoir une chance d'obtenir l'asile en Europe ou dans un autre pays. Mais malgré le conflit, certains trouvent encore la Syrie plus sûre que leur pays d'origine. Il y a quelques années seulement, d'après les statistiques de l'ONU, la Syrie était l'un des pays qui a accueilli le plus de réfugiés. C'est malheureux que la guerre civile, que le conflit ait causé le départ de Syriens qui sont désormais des réfugiés dans d'autres pays. Mais la générosité du gouvernement et des Syriens existe toujours. Il y a encore des réfugiés qui viennent en Syrie. Près de 4000 sont arrivés d'Irak rien que le mois dernier. La Syrie fait face à la plus grande crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale, forçant plus de 5 millions de Syriens à fuir et 4,8 millions à prendre la route vers l'Europe. Dernier élément de cette édition, rencontre prévue cette semaine entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le secrétaire d'État américain John Kerry. Objectif, organiser une conférence de paix internationale sur le Proche-Orient afin de trouver une alternative à l'initiative française. Suivez. Cela fait 6 mois qu'ils ne se sont pas vus. Benjamin Netanyahou et John Kerry devraient s'entretenir la semaine prochaine en Europe. Si la date exacte et le lieu n'ont pas encore été arrêtés, l'ordre du jour s'annonce déjà chargé. Au centre des discussions, le développement des implantations juives en Cisjordanie et les efforts internationaux de relance du processus de paix. Un entretien entre les deux alliés traditionnels, même si l'entente risque d'être perturbée par la publication prochaine d'un rapport du Quartet sur les constructions israéliennes en Cisjordanie. Le Quartet, composé des États-Unis, de la Russie, de l'Union européenne et des Nations unies, dénonce régulièrement la politique israélienne de peuplement menée en plusieurs points de Cisjordanie et devrait également soumettre à son tour des idées pour relancer le processus de paix. Le secrétaire d'État américain devrait également plaider pour une relance des efforts de paix dans le cadre de l'initiative française. John Kerry a participé à la première conférence à Paris le 3 juin. Son objectif sera donc de convaincre le Premier ministre israélien de s'asseoir à la table des négociations en décembre lors du prochain sommet auquel cette fois Israéliens et Palestiniens devraient être conviés. Une initiative française dont le crédit diplomatique s'est trouvé renforcé par le soutien de Bruxelles. Ce lundi, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne votent pour apporter leur soutien à cette démarche. Benjamin Netanyahou n'a jamais caché ses réticences à l'égard de l'initiative française. Il se dit davantage favorable à une conférence régionale présidée par l'Égypte et relance régulièrement l'idée de discussion directe avec Mahmoud Abbas, une invitation formellement rejetée par Ramallah à de nombreuses reprises. C'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Merci et portez-vous bien.